Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous aux 50 extraordinaire sur la facture électronique. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir les deux stars de la facture électronique. Sébastien Rabineau et Mathieu Le Gall, je vais laisser vous présenter, sont les messieurs de la facture électronique au plan national et je sais que beaucoup nous envient de vous avoir ce matin. Donc, comme d'habitude, profitez-en pour poser vos questions sur le chat. On est là pendant une heure et demie de facture électronique. Formidable. Moi, je suis Sébastien Rabineau et donc je suis le directeur de projet facturation électronique à la DGFiP depuis le 15 novembre dernier. Quelques semaines après un arbitrage dont on va reparler rapidement, mais qui a un tout petit peu changé la nature du projet en octobre. Et je suis également ravi d'être là ce matin. Même s'il y a d'autres gens qui auraient voulu qu'on soit là, on a bien choisi et on est content d'être là. Merci beaucoup. Tout à fait, très content d'être là. Donc, moi, Mathieu Le Gall, je travaille dans le même service que Sébastien, à la direction de projet facturation électronique. Et moi, ça fait 18 mois que j'y suis. Donc j'ai connu également l'arbitrage, mais aussi ce qu'il y avait avant et les raisons pour lesquelles on y était, mais on va en parler très rapidement. On y va? Allez, on y va. On attaque. Alors parfait, on attaque sur la présentation. On va essayer de faire une présentation un peu courte pour laisser de la place aux échanges, mais pour aller très vite, on va quand même revenir sur cet arbitrage, le communiqué de presse qui est sorti le 15 octobre, et puis surtout l'arbitrage qu'il y a derrière, les raisons pour lesquelles on a pris cette décision, et ce que ça implique en termes de changement, à la fois du point de vue des règles et aussi du point de vue de l'accompagnement des entreprises. Ensuite, les impacts sur les entreprises de manière générale, on va en reparler un petit peu, notamment les aspects calendrier de la réforme, un certain nombre de choses qui n'ont pas changé au travers de la sécurisation du dispositif. Les prochaines étapes qui sont vraiment immédiates, notamment d'un point de vue technique et applicatif, puisque comme beaucoup de réformes aujourd'hui, elles s'incarnent dans des enjeux informatiques, et donc on va pouvoir parler un petit peu de ces aspects-là. Et puis enfin, un petit focus sur l'accompagnement des entreprises dans lequel on sait qu'on a une forte attente d'accompagnement des experts comptables. Et donc, il paraissait assez logique de revenir précisément sur ce sujet avec le public qu'on a aujourd'hui. Pour commencer du coup sur le communiqué de presse, on a fait un choix central. Le communiqué de presse, on pourrait le relire ensemble collectivement, mais je pense que ceux qui s'intéressent au sujet l'ont probablement déjà lu. Le choix central, c'est d'arrêter de faire le portail public de facturation, ou plus exactement de retirer du portail public de facturation, c'est-à-dire du portail fabriqué par l'État, les fonctions de dépôt et de transmission des factures. Alors pourquoi on a fait ce choix? On l'a fait parce que quand on a construit le portail public de facturation, on l'a construit un peu avec l'idée qu'il fallait ce service public, cette plateforme par défaut, cette plateforme facile et gratuite pour les petites entreprises. Donc on s'est concentré sur un aspect qui était assez central pour nous, c'était d'offrir une plateforme au service minimum qui pouvait permettre aux entreprises de remplir leurs obligations, de satisfaire leurs obligations. Et on s'est rendu compte que ce PPF, il devenait un point de contention parce que c'était le choix qui était fait par un très grand nombre d'entreprises, y compris des très grosses entreprises, y compris des très gros acteurs, et qu'au final, quelque chose qui était prévu comme un filet de sécurité pour les TPE, notamment parce qu'on a des franchisés en base, on a des toutes petites entreprises qui sont prévues dans la réforme, parfois des entreprises qui n'ont pas d'experts comptables, qui sont en dessous de ces seuils-là,
on se disait, on se met dans une situation où ça leur permettait, ce filet de sécurité qui était offert pour eux et qui leur permettait de satisfaire à leurs obligations, finissait par par absorber une part considérable du marché. Et donc, on avait pensé à un dispositif dans lequel les plus gros passaient par des plateformes partenaires qui permettaient d'avoir des systèmes industriels adaptés à leur taille, etc. Et au final, ils se rabattaient sur la solution gratuite un peu par facilité, et puis aussi parce qu'on l'offrait. Et on s'est mis dans une situation dans laquelle, au final, ça faisait plusieurs sujets. Ça faisait monter les coûts de la plateforme qui était fabriquée par l'État à un niveau qui était difficilement soutenable au regard de l'état des finances publiques. Donc, et à la fin, comme il s'agit, on y reviendra peut-être, mais comme il s'agit d'une réforme de portée générale, c'est toutes les entreprises qui finissent par payer fiscalement, je dirais, si on a quelque chose de très très gros et qui coûte très cher. Ça avait un deuxième impact, c'était que ça mettait en risque industriel d'avoir un tel point de contention sur le transport des factures, et on se mettait dans une situation un peu compliquée. Donc on a fait ce choix, qui est un choix qui dit, soit on repousse les délais, soit on se met dans une situation, je dirais, de rajouter beaucoup d'argent pour faire fonctionner le système avec un risque industriel supérieur, soit on constate, ce qui est la vérité, que le marché a répondu présent, qu'on a 80 plateformes partenaires qui couvrent toutes les typologies d'entreprises, tous les secteurs, tous les risques, qui ont répondu présent à l'appel et qui sont en cours d'immatriculation, et où on se dit, ben, ok, on va se concentrer sur ce qu'est le rôle de l'État, c'est-à-dire fournir l'infrastructure, les formats, la sécurisation juridique, l'annuaire qui permet à chacun d'adresser sa facture au bon endroit en sachant qui est la plateforme de réception en face, et le concentrateur de données qui permet l'acquisition des éléments utiles à l'administration. On va se concentrer là-dessus et on va abandonner le dépôt et le transport de la facture qu'on va confier intégralement aux partenaires privés qui se sont montrés, qui ont répondu présent finalement, y compris un certain nombre d'acteurs majeurs qui travaillent déjà avec les experts comptables et qui du coup sont des partenaires naturels pour eux, que ce soit des éditeurs de gestion, des logiciels de facturation ou même la plateforme qui a été créée par ECMA, jefacture.com. Qui est aussi un partenaire naturel pour un certain nombre d'entreprises. Donc voilà l'idée. L'idée de cet arbitrage, c'est quoi? C'est de se dire, il faut qu'on soit réaliste, qu'on s'en tienne à là où on a vraiment, là où on fait une différence pour resécuriser le projet et la réforme sur son cœur, c'est-à-dire respecter le calendrier, les obligations au bénéfice de tous. Alors, je fais un petit résumé des messages là. Un des premiers, c'est évidemment une histoire de coût pour les entreprises. Et pour les toutes petites entreprises, une consoeur nous dit une multinationale ne se gère pas comme une TPE, bien évidemment. On le sait tous, en fait, si on a la joie de vous recevoir, vous, à la Direction Générale des Finances Publiques, parce que la facture électronique n'est pas un projet numérique de l'État. Non. Sinon, il ne serait pas logé sous l'égide de la Direction des Finances Publiques. Donc, sinon, ce serait peut-être dans un autre service. La finalité de la facture électronique, c'est une histoire de contrôle de TVA. On sait que depuis le 1er janvier 2019, en Italie, la facture électronique a été mise en place. Quelques temps après, l'État italien recouvrait à peu près 5 milliards de TVA par an. Donc, si la finalité... Alors, enfin, je connais hein, les raisons évoquées par l'administration fiscale pour lancer la facture électronique, la simplification, etc. etc. Il y a de belles raisons qui sont bien emballées. En revanche, pour moi, la finalité, c'est la TVA. Si la TVA est une des finalités, il ne faut pas qu'on se fâche. Pourquoi ne pas supprimer la facture électronique en termes d'obligations pour les auto-entreprises? Donc, ces auto-entreprises qui sont en franchise en base de TVA et qui n'ont pas de TVA. Et là, vous allez libérer, en fait, peut-être d'une contrainte peut-être un peu compliquée, toutes ces mini-entreprises, hein, puisque là, on parle des auto-entrepreneurs, toutes ces mini-entreprises d'une complexité qui peut être la facture électronique pour les opérations B2B. Alors, moi, je nie pas du tout, enfin, on n'est pas du tout là pour dire que le contrôle fiscal, et en particulier celui de la TVA, n'est pas une des finalités. C'est une évidence. On assume le fait que ce soit une réforme fiscale. Je ne sais pas si son positionnement à la DGFiP est déterminante de ce point de vue, parce qu'il y a des choses qui sont positionnées à la DGFiP et qui
sont par ailleurs pas, on compte pas pour objectif le contrôle fiscal, mais en tout cas, on assume que la réforme, à la fois enfin, je veux dire, ce qui nous autorise à faire la réforme en termes de directive européenne, c'est une directive TVA. Enfin, je veux dire, il n'y a absolument aucune espèce de doute sur l'objectif fiscal que ça représente. Mais c'est pas le seul objectif, et c'est vraiment pas le seul objectif de loin, et surtout, même en termes d'objectif de contrôle fiscal ou de compréhension de la situation économique d'une entreprise à des fins de compréhension du modèle de contrôle, etc., la TVA n'est pas le seul impôt qu'on cherche à comprendre. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que... La TVA, c'est quand même 45% du budget de l'État. Absolument, mais en fait, ce qu'on cherche à comprendre aujourd'hui, c'est... En faisant l'acquisition de ces données, y compris sur le B2B, sur le B2C, donc vraiment entre assujettis avec le public, etc., ce qu'on cherche à comprendre, c'est le modèle économique de tous les secteurs, de toutes les situations, de tous les secteurs d'activité, de tous les secteurs géographiques, de toutes les situations. Ça vient évidemment soutenir l'objet du contrôle fiscal, mais ça vient soutenir plein d'autres aspects. Ça vient soutenir la surveillance du franchissement des seuils, y compris de manière proactive pour les franchisés en base, pour aller les soutenir quand ils sont en situation de franchissement de seuil. Ça vient aussi en termes de soutien à l'élaboration des politiques publiques, et ça je voudrais insister dessus parce que c'est un bénéfice extrêmement important. On a tous vécu un moment où on a fait face à un certain nombre de crises depuis quelques années, des crises sanitaires, des crises autour de l'énergie, du prix de l'énergie, etc., dans lesquelles l'État a été amené à construire extrêmement rapidement des dispositifs de soutien aux entreprises. Et en fait, il l'a fait d'une manière assez aveugle, à la fois d'un point de vue statistique et particulier, parce qu'il l'a fait en se basant sur des liasses fiscales qui avaient parfois une ancienneté, du coup, en termes de reflet économique, de 18 mois. Et donc ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où avoir de la donnée contemporaine sur l'activité économique, géographiquement, par secteur d'activité, pour les tout petits, pour les très gros, de manière générale, et être capable d'élaborer des politiques publiques en faisant des estimations de coûts, mais aussi des estimations de ciblage qui sont pertinentes par rapport à la réalité des pertes d'activité, c'est un gain qui n'est pas du tout un gain accessoire de notre point de vue. C'est-à-dire que nous, on passe notre temps, on est l'administration de Bercy, on passe notre temps à répondre à des commandes des ministres, des parlementaires, des acteurs économiques qui nous disent « mais dites-nous comment vont les entreprises dans tel secteur, dites-nous comment ça va dans tel secteur, dites-nous quelle est la réalité de la baisse économique en cas de crise ». Et en fait, là, on est en train de mettre en place les conditions qui nous permettent d'acquérir la donnée pour pouvoir répondre à ces questions rapidement et donner en fait exactement le même niveau de visibilité data sur l'économie à nos dirigeants que celle qu'un chef d'entreprise attend sur sa propre activité. Et donc ça, je comprends, hein, on ne nie pas l'aspect contrôle fiscal, la nécessité de voir la TVA, mais aussi l'IR et l'IS, parce que, je veux dire, on s'intéresse à l'activité de l'entreprise dans son ensemble, y compris pour les franchisés en base, mais je veux dire, il ne faut pas nier non plus que dans les avantages, au-delà des avantages pour les entreprises sur lesquelles on pourra revenir, dans les avantages pour l'administration, il y a certes un enjeu de contrôle fiscal et de retour sur investissement fiscal, mais il y a aussi un enjeu de compréhension du monde. Très bien. Alors évidemment, là sur le chat, on me parle beaucoup, et quid des SCI qui n'ont que 12 factures, des holdings qui n'ont que 12 factures. Enfin, vous voyez, cette surveillance-là, elle n'est peut-être pas très importante. Mais vous verrez. Et petite idée, bon, je suis hors cadre, mais ça m'arrive assez souvent. En termes de simplification, quand vous voulez surveiller les seuils de franchise, parce que bien évidemment, pour les micro-entreprises, entre le seuil qui permet d'avoir une comptabilité ultra simplifiée et la TVA, on a deux seuils. Si vous n'en faisiez qu'un, tout serait beaucoup plus simple. Voilà, c'était ma petite avance. Voilà, on vous m'avait rien demandé, mais je vous le dis quand même, en matière de simplification, ça serait beaucoup plus simple pour les chefs d'entreprise. Hein. Souvent, ces gens-là ne sont pas nos clients. Donc, oui, ben, alors, parfois, ils le deviennent à l'occasion d'un de ces franchissements de seuil. Oui. Non, mais alors, en loi de finances, je ne suis pas exactement dans mon jardin, parce que ça n'est pas mon objet, mais il faut surveiller ce qui se passe en loi de finances, parce qu'il y a un peu de travail sur les seuils qui est en cours dans la navette. Génial. Donc, alors, on va avancer, parce qu'après, on m'a parlé du e-reporting, tout ça. Oui, alors on a rapidement là on parle exactement sur cette diapositive de ce qu'on vient de se dire sur les bénéfices partagés. Donc vous voyez, il y a bien la connaissance de l'économie qu'on a mis et la lutte contre la fraude qu'on assume parfaitement. En termes de simplification des obligations déclaratives, on revient sur un objectif qui est un objectif d'assez
court terme quelque part, même si il va être progressif. L'idée, c'est d'aller vers la déclaration simplifiée en utilisant les données contemporaines qu'on a pu récupérer. Quand je dis un objectif de court terme, ça veut dire qu'assez vite, je pense, à l'horizon, quand on aura une complétude du périmètre, donc je sais pas, en 2028, quelque part par là, on va être capable de commencer à faire du pré-remplissage de déclarations. Là, les bénéfices sont très différents en fonction des entreprises. Une grande entreprise, ça ne changera pas grand-chose, elle sera toujours obligée de faire un travail très fin de vérification. On est un peu, je trouve que la bonne comparaison, c'est peut-être ce qui s'est passé sur le prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu. Au tout début, c'est vraiment sur des situations extrêmement simples que le pré-remplissage avait un intérêt, parce qu'on était dans des choses qui étaient vraiment très basiques et sur lesquelles les données étaient bien connues par l'administration. Et puis progressivement, au fur et à mesure, on a réussi à avoir des objets plus complexes qu'on a réussi à intégrer en pré-remplissage de déclaration, jusqu'à un moment où aujourd'hui, il y a quand même une large part des personnes qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu qui se mettent en situation finalement d'avoir une déclaration qui est assez largement pré-remplie. Et donc là, l'objectif, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire d'avoir progressivement, par la sophistication progressive aussi des dispositifs qu'on a, nous, en traitement des données acquises, un pré-remplissage qui est de plus en plus simple. Je ne sais pas si on ira jusqu'à ce qu'on a fait sur l'IR, c'est-à-dire exonérer finalement de déclaration les cas les plus simples, où l'absence d'obligation déclarative a été une des finalités. Mais en tout cas, on va vers une logique de simplification qu'on cherche à pousser. Côté compétitivité, je voudrais insister sur une chose. Souvent, on me dit, quand je parle de compétitivité, on me dit « Ouais, mais vous croyez encore qu'on est en train d'envoyer nos factures avec du papier, des enveloppes, des timbres et qu'on va gagner le coût du timbre ?» Alors, d'abord, je suis malheureusement obligé de dire que ça existe. Enfin, je veux dire, des gens qui s'envoient des factures en papier, ça existe encore. Mais effectivement, dans la plupart des cas, les gens s'envoient des PDF par mail. C'est quand même la norme de base. Et donc, le gain, il est moins sur le coût du transport, ou même, on peut imaginer que, pas pour tous, parce qu'il y a un certain nombre d'offres de gratuité, on y reviendra sans doute, mais pas pour tous, mais pour certains, ça va avoir un coût de transport des factures. Donc là, ça sera peut-être plus cher que d'envoyer un PDF par mail. Mais en revanche, on est dans un système où on intègre à un processus de paiement d'une part et d'émission de la facture d'autre part des éléments automatisés de sécurisation qui vont économiser du temps chez les collaborateurs qui gèrent la facturation de part et d'autre. C'est très important. Alors, c'est des chiffres qui sont difficiles. Moi, j'aimerais avoir des chiffres un peu actualisés. Je ne sais pas si vous les avez. C'est un travail qu'on essaye de mener avec le Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Mais il y a ce sujet, estimation du coût et du gain. On a coutume de dire qu'une facture, elle coûte 15 € à émettre et 10 € à recevoir, en cumulant à la fois les coûts matériels, les coûts agents, les coûts collaborateurs, un certain nombre de choses. La question, c'est quel est le gain qu'on peut avoir. Plus on est proche de la cible, c'est-à-dire plus on a déjà un équipement logiciel, des processus clairs, affirmés, etc., évidemment moins on gagne, mais moins ça coûte. Pour ceux qui sont très très loin de la cible aujourd'hui, ça va leur demander beaucoup d'efforts de se rapprocher du schéma, mais évidemment, là, ils vont maximiser les gains par rapport à la situation actuelle. Donc c'est un peu difficile, il faudrait qu'on arrive à affiner un peu cette estimation de gains pour pouvoir avoir quelque chose à mettre en face. Il est évident que ça n'a pas le même impact pour la SCI qui a 12 factures ou pour la grosse boîte. Si vous me permettez, en fait, là, il y a deux temps de mesure. Déjà, je suis contente que vous soyez passé de 20 € à 15 € parce qu'il y a quelques années, dans l'économie de coûts, vous disiez 20 €. Là, bien évidemment, on mélange le process d'une énorme boîte qui a un coût d'acceptation de la facture, du bon de commande, au truc, au machin, enfin bref, avec peut-être 3 ou 4 étapes. Et là, c'est peut-être 20 € le coût d'une facture, c'est peut-être 50 €, j'en sais rien. Mais je peux vous dire que dans une TPE, enfin une facture, elle arrive dans le mail du chef d'entreprise qui va la payer. Donc, c'est pas. Alors, après, il y a le coût de l'expert comptable qui va l'enregistrer. Et comme on est tous super à la page, eh bien, on a tous des OCR et on la comptabilise automatiquement. Donc, ce sont pas ces coûts-là. Je suis parfois un peu caustique et un peu critique. Moi, je suis vraiment pour ce projet de facture électronique et je pense que ça va vraiment fluidifier et simplifier les échanges et peut-être un peu libérer l'économie. Et ça va être extraordinaire et ça va être surtout un avantage pour les TPE-PME, peut-être d'avoir des process plus performants de recouvrement
de la facture. Parce que dans nos petites entreprises, bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Et ce process-là va simplifier le recouvrement. Bon, en revanche, il y a évidemment aussi d'autres choses à simplifier de la part de l'administration fiscale, mais je vais pas y revenir et ça sera encore plus simple pour le chef d'entreprise de gérer sa boîte. Vous avez cité le prélèvement à la source et le pré-remplissage de l'impôt sur le revenu. Et ça, vraiment, ce sont deux succès, enfin je trouve, extraordinaires de l'administration fiscale. Malheureusement, il y a nous, experts comptables, on a subi 2 échecs. Le premier, alors c'est pas vous, hein, mais c'est l'État, c'est le guichet unique. Et on a tous eu peur que la PDP soit, la PPF soit un nouveau guichet unique. Limite, donc j'étais contente quand vous avez reculé, parce que si votre PPF était ambiance guichet unique, là on paralysait l'économie. Et il y a le GMBI qui est capable de très bien fonctionner aussi. Mais bon, quand on n'essaye rien, il ne se passe rien. Et je trouve que la modernisation des services de l'État et aller vers cette modernité-là pour les échanges, c'est tout à votre honneur. Mais si on a à un moment donné envie de mettre 2 doses de simplification, il faut peut-être mettre des seuils. Mais après, sur le schéma, l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, c'est des succès aujourd'hui. Qui ont connu des rebondissements et des difficultés dans la mise en œuvre. Enfin, je veux dire, c'est facile aussi, a posteriori, de reconnaître la qualité. Moi, je suis ravi de ça. Hein. À l'époque, je n'étais pas à la DGFiP en plus, et j'ai vécu comme vous le bénéfice que j'ai eu comme contribuable. Donc, non, mais parfaitement d'accord avec vous, mais c'est pas un projet qui a été non plus sans douleur et qui n'a pas connu des difficultés. Quant au gain pour les petits, j'ai conscience que le gain n'est pas le même. Après, moi, je pense qu'il faut mesurer ce qui va se passer. Au 1er septembre 2026, on va avoir l'obligation pour toutes les petites entreprises, les toutes petites jusqu'à celles dont on parle, de recevoir leurs factures de manière dématérialisée. Ça veut dire qu'elles vont le faire au travers d'une PDP de réception qu'elles vont choisir, qui peut être à la fin une appli smartphone, peut-être l'appli de leur banque, peut-être une appli dédiée, peut-être un portail, etc. Je pense qu'il faut mesurer ce que c'est aussi. Non, ça va être l'appli qui leur est conseillée par leur expert comptable. Bah, quand ils en ont. Et pas l'appli de leur banque. Quand ils en ont. Mais quand ils n'en ont pas, bien évidemment, c'est un tort. Ah bah, sans doute. Sans doute. Mais là aussi, alors sans parler de seuil, parce que les seuils sont plutôt des seuils économiques ou de rentabilité, je pense que vous allez avoir du mal à avoir 100% du marché qu'on cherche à couvrir nous. Mais je suis d'accord avec vous que quand il y a une logique d'intégration avec l'expert comptable, ça a beaucoup de sens en termes d'acquisition de données, d'avoir ça. Et il y a déjà des logiciels de facturation qui sont régulièrement fournis par les experts comptables à leurs entreprises. Et je pense que je ne nie pas le côté simplificateur. Mais en tout cas, je pense que celui qui n'a pas d'expert comptable ou celui qui a un expert comptable qui va lui fournir à la fin, je pense que pour une grande partie des TPE, ça va finir dans une appli sur leur smartphone. Et ce truc-là, il faudra mesurer, on verra dans quelques années si on a l'occasion de se revoir, si je suis invité à nouveau au rendez-vous du 50, on pourra faire le bilan de l'opération et voir à quel point c'est compliqué pour eux. Mais je pense qu'il faut faire confiance aussi au schéma de simplification parce que les usages ne sont pas des usages si compliqués à condition de faire quelque chose, vous disiez ça au tout début de votre propos, il faut se rapprocher du processus. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est si on impose une rupture de charge. C'était aussi un peu ça le problème du PPF, c'était qu'on venait au guichet sur le site d'une administration pour remplir ces démarches. Là, si on veut vraiment le gain de la facturation électronique pour tous, y compris du plus petit au plus gros, l'idée c'est de se rapprocher du processus et ça demande à faire du sur-mesure. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'avoir un discours général sur les coûts. Alors, j'ai Bruno qui me pose pour la deuxième fois la question, quid des obligations du e-reporting? On a un slide après ou pas? Non, je crois pas qu'on ait de slide particulier sur le e-reporting. Non, en fait, on en parle rapidement après, mais en fait, ça fait partie des éléments qui sont stables dans la réforme. C'est-à-dire qu'on n'a pas touché au texte avec le changement
de contexte du PPF. Donc la question sur les reporting, si la question c'est est-ce qu'il y a un décalage du reporting ou ce genre de choses, la réponse est non, on n'a pas prévu de décaler les reporting. Peut-être vous pouvez nous faire un petit résumé des épisodes précédents du e-reporting. Alors les reporting, globalement, déjà pourquoi on le fait, les reporting c'est la complétude des données, c'est-à-dire que quand on fait de la facturation électronique, on a les opérations entre entreprises, et quand on veut faire du reporting, c'est pour avoir les opérations avec les particuliers et avec les entreprises internationales, parce qu'on ne peut pas imposer une facture électronique vers la Chine ou ce genre de choses. Donc si on veut avoir une complétude des données, comme présentait Sébastien, pour voir l'activité économique globale des entreprises, on a besoin également des données qui circulent entre les entreprises, les particuliers et les entreprises internationales. Donc le principe du reporting, c'est ça, c'est de répondre aux besoins de l'administration pour avoir l'ensemble des données, mais également du contrôle fiscal, c'est une réponse fiscale, donc ces données, on en a besoin. Donc l'e-reporting, c'est vraiment le deuxième volet de la facturation électronique dont on parle moins. C'est vrai que c'est quelque chose qui est moins connu. La facturation électronique, tout le monde voit ce que c'est. Par contre, l'e-reporting, globalement, c'est quoi? C'est votre logiciel de caisse. Vous êtes boulanger, vous avez votre caisse. À la fin, vous avez votre Z de caisse qui sort. Et ce qu'on va vous demander, c'est de nous envoyer à rythme, à échéance régulière, les données de ce Z de caisse. Globalement, il faut le voir vraiment comme ça. Donc l'appréhension est un petit peu différente de la facturation électronique où on est vraiment, à chaque facture, il y a une opération à faire. Sur le reporting, c'est une opération qu'on demande en fonction de la taille des entreprises. Les franchises en base, par contre, effectivement, ça va un peu leur changer leur vie, il faut dire ce que c'est, parce que pour l'instant, ils n'avaient aucune obligation à ce niveau-là. Les franchises en base, sur les 2 mois, on va leur demander faites-nous, s'il vous plaît, un point sur vos opérations. Donc ceux qui ont un comptable, ils vont aller voir leur comptable, généralement, pour leur dire. Et ceux qui n'en ont pas, ils vont se poser la question comment je fais. On a reçu, par exemple, les fédérations des taxis il n'y a pas très longtemps qui nous ont dit comment est-ce qu'on fait? Oui, alors comment on fait? Comment on fait quand on est taxi? En fait, ce qui est assez intéressant avec les taxis, c'est que l'opération commerciale est simple. Il y a un taxi et puis il y a un client sur le siège. Bon. Donc ça signifie quoi? Que ce taxi, on ne va pas lui demander à chaque opération de nous faire un reporting dès qu'il a un client. Ça, c'est pas du tout possible. Par contre, tous les 2 mois, si c'est en franchise en base, on va lui demander, combien globalement vous avez encaissé sur ces 2 mois. Et ce qu'on va demander, c'est ça. Donc c'est des données agrégées avec l'ensemble des opérations. Donc ça, c'est typiquement du B2C, donc c'est le professionnel vers le particulier. Et là, ce qu'on dit DJ Taxi, c'est globalement, ça signifie qu'on va pouvoir les suivre, ce qui est vrai, en termes de contrôle fiscal, ça nous intéresse. Et par contre, ça va aussi signifier, comme disait Sébastien, que pour ce type d'opération, le boulanger qui a une baisse de chiffre d'affaires, et si on veut le soutenir, on le saura en temps réel. Donc c'est ce genre d'activité qu'on va pouvoir suivre, qu'on ne pouvait pas suivre avant sur la facturation électronique. Donc l'e-reporting, alors le sens de la question, je ne sais pas si c'était une question de décalage, de calendrier, etc. Mais l'objet de l'arbitrage du porte-application qui disparaît, c'est de maintenir le calendrier sur l'ensemble des obligations pour avoir la complétude des données. Alors là, les histoires de données et du pan particulier, ça en met beaucoup en émoi et j'ai des trucs waouh la simplification, hein, je cite waouh. Alors pour les taxis, pourriez-vous le faire à partir du taximètre? Alors, oui, bien sûr. Alors, en fait, pourriez-vous le faire? Nous, à titre personnel, on prendra la donnée de là où elle vient. Mais l'idée, c'est que, évidemment, dans les pays dans lesquels il y a eu cette réforme de fait sous cette forme ou sous une forme analogue, il y a bien eu un rôle des taximètres qui ont appris à communiquer cette donnée particulière. Et même, je veux dire, soyons très clairs, par exemple, sur la situation invoicing, e-reporting, etc. Il faut admettre l'idée qu'il y ait plusieurs sources et qu'il y ait une forme de vérité qui s'établissent par plusieurs sources différentes en fonction des situations. Le commerçant, il peut avoir son logiciel de caisse ou son iPad sur lequel il a un enregistrement direct. Il peut vendre aussi sur une plateforme de e-commerce ou sur un magasin en ligne. Et donc, il va y avoir des émissions de données et de reporting qui peuvent avoir plusieurs sources. L'idée, encore une fois, c'est de se rapprocher du processus. Donc évidemment, dans le cas des taxis, on sent bien que le taximètre, il a quelque chose de central. La réponse des taxis, spontanément, c'est qu'ils n'ont pas de lien direct entre ce qu'il y a au taximètre et ce qu'ils font payer à leurs clients. J'avoue que ce n'est pas d'une évidence folle pour moi, mais ça paraissait très clair dans la tête de mes interlocuteurs. C'est-à-dire que parfois, il leur arrive de faire spontanément des réductions par rapport à ce qui est affiché sur le taximètre. Et donc, ils ont besoin de ce décalage-là.
Oui, globalement, il citait les voyages à vide, par exemple, quand parfois il y a le taximètre qui tourne avec le voyage à vide et du coup ils ne veulent pas que cette donnée soit considérée dans leur chiffre d'affaires. Alors, je pense qu'il y a, pour être très clair, nous on prendra la donnée, enfin je veux dire, il y a un moment où on quitte le domaine de la gestion fiscale pour celui du contrôle. Donc il y a un moment où ils vont nous donner la donnée qui leur apparaît la plus pertinente au regard de leur situation. Savoir à quel point c'est conforme ou pas à la réalité, ça n'est pas un sujet de gestion fiscale, c'est un sujet de contrôle fiscal. Ce sera un sujet pour mes collègues qui seront ravis de s'intéresser à la question. Mais ceci dit, sur le cas particulier, est-ce que la solution pour un taxi, c'est de prendre son taximètre? Est-ce que c'est de prendre son smartphone? Est-ce que c'est de faire une démarche où lui, tous les 2 mois par exemple, il rentre lui-même les jours qu'il fait, etc., de manière à avoir un parfait contrôle sur ce qui remonte? Je pense que ça leur appartiendra et probablement ils n'auront pas tous la même réponse d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que les sociétés de taximètres vont offrir des options de cette nature, que les applications de gestion de radio des taxis vont offrir des applications de cette nature, que les experts comptables vont probablement développer des solutions applicatives adaptées en fonction des besoins, et qu'il va y avoir un moment où ces choses vont finir par converger dans une offre avec plusieurs possibilités pour les entreprises de répondre. Sur le B2C, on est sur une démarche où, oui, effectivement, il y a un côté... L'obligation, pour moi, elle est relativement mesurée quand même. C'est-à-dire que savoir ce qu'on a fait en encaissement sur une journée et être capable de le reporter tous les 10 jours pour ceux qui sont les plus rapprochés dans la grande distribution, par exemple, tous les mois ou tous les 2 mois pour ceux qui ont les chiffres d'affaires les plus bas, c'est certes une obligation nouvelle. On ne va pas dans le sens de la simplification, j'entends. Il y a d'autres bénéfices, nous on considère que de ce point de vue-là c'est équilibré, mais c'est pas du tout de la même nature en termes de changement de processus par rapport à ce qui peut exister sur la facture. En fait, moi je réalise, parce que ça fait à peu près depuis 3 ou 4 ans que j'anime à vos côtés des tables rondes comme celle-ci sur la facture électronique, et c'est la première fois que l'administration fiscale a ce discours qui est... c'est un outil de contrôle fiscal. Et donc c'est peut-être ça, cette nouvelle réforme depuis le mois de novembre. Je suis un peu dubitative parce que je préfère nettement que la facture électronique soit un outil de libéralisation et de facilitation de l'économie et de libéralisation de l'activité économique française, parce qu'on a tous compris quand même que la normalisation abîmait un petit peu nos entreprises. Et là, je ne sais pas si on va dans le bon sens. Alors, je ne dis pas ça pour vous contrarier, mais si vous voulez faire remonter une position, ça pourrait être pas mal si des lois de simplification étaient dans les tuyaux. Alors, juste sur ce point-là précis, je ne sais pas dans quelle mesure c'est incompatible. Moi, je suis persuadé, mais là, on rentre dans le domaine de la conviction personnelle. Je suis absolument persuadé que c'est un gain fondamental pour les entreprises d'avoir un schéma dans lequel il y a un standard qui s'applique, qui est partagé, qui est consensuel, et qui leur évite de se voir imposer une situation dans laquelle elles sont obligées de se conformer aux règles qui sont fixées par leurs acheteurs, surtout quand ils ont des situations où ils ont beaucoup d'acheteurs différents. Et je vais peut-être me tirer une balle dans le pied, mais quelque part, on a connu avec Chorus Pro ce que c'était que d'imposer un portail. Alors c'était pour les administrations publiques, mais je prends Chorus Pro volontairement pour pas jeter la pierre dans le jardin de mon voisin, mais il y a plein d'autres acteurs privés qui ont imposé des portails aux entreprises qui les fournissent, avec des formats, avec des méthodes, et qui se mettent dans des situations dans lesquelles on peut se retrouver à devoir aller, pour pouvoir faire ses factures, sur 4, 5, 6 portails différents, avec autant de difficultés, avec autant de création de comptes, de schémas, etc. Là, on est en train de créer une situation dans laquelle on met de la sérénité et de la simplicité dans les entreprises. Alors certes, il y a un coût d'entrée pour tout le monde, mais je crois vraiment que épargner, si on peut le faire, aux entreprises d'avoir à multiplier les contraintes et les formats en standardisant, c'est un élément de simplicité essentiel. Certes, moi je suis très content
ce discours de vérité soit entendu. Nous, on n'a pas l'intention, je ne sais pas je sais pas comment ça se passait avant mon arrivée en novembre, mais en tout cas, le mandat qui m'a été donné, c'est d'être parfaitement clair, concret et pratique sur ce que la réforme allait changer dans la vie des entreprises. Et vraiment, je vous en remercie parce que je ressens que parfois j'ai des petites remarques pas forcément très agréables et je ne voudrais pas que vous ne reveniez jamais. Alors vraiment, vous êtes le bienvenu. J'ai Catherine qui me pose une question en ligne et là, on est dans notre, on va dire, cuisine interne d'experts comptables qui me dit, pouvez-vous défendre les experts comptables? Vous voyez que le travail qui va nous incomber va être plus. Alors vraiment, Catherine, surtout, nous les experts comptables, nous allons avoir, si nous avons plus de travail, vous le facturez. Non mais vraiment, il y a plus de travail, vous mettrez sur votre facture assistance à la mise en place de la facture électronique, assistance à la facture électronique. Je sais que, et parfois on est malmené par certains, on a comme une petite spécialité à un moment donné, où on a des ministres qui nous demandent à nous les experts comptables de ne pas facturer. Ça a été pendant les aides Covid, ça a été pour l'aide énergie, ça a été... Mais vraiment, moi, je défendrai toujours le point de vue des experts comptables si la simplification proposée s'avère être un report de la charge de travail sur l'expert comptable, nous facturons. Donc, j'ai envie de dire que pour nous, les experts comptables, c'est pas le seul sujet, c'est qu'on a du mal à recruter. Mais donc on va avoir un peu plus de travail, mais il faut le mettre dans notre plan de charge, d'avoir peut-être une heure par mois de plus de job par client qui sera facturé. Et notre job aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on fait de l'information, c'est que vous informiez vos clients, parce qu'on a bien compris aujourd'hui que les chefs d'entreprise n'étaient pas informés et nous ne les avons pas informés parce que comme ça pataugeait un peu dans les délais, on ne savait pas ce qui allait se passer, c'était compliqué de leur dire voilà une nouvelle obligation à telle date, telle date. A priori, aujourd'hui, le calendrier est ferme parce que la PPF, qui semblait être un gros morceau à mettre en place, a été annulée. Donc là, nous, experts comptables, notre job, c'est d'informer les clients, de voir avec eux les process, peut-être tous nos clients qui font leurs factures sur Word ou sur Excel, et on en a beaucoup, c'est pas papier mais c'est Word, Excel, leur proposer un outil de facturation, leur proposer une formation à cet outil, donc, et tout ça, vraiment, faites-vous rémunérer. Vous savez tous qu'on fait les parcours de la transformation, et pour ceux qui ne le savent pas, eh ben, je vous l'apprends, on est à la saison 4 des parcours de la transformation. Là, on vous a proposé un kit de proposer une mission de mise en place de la facture électronique. Donc, saisissez ces opportunités-là pour accompagner vos clients dans ce schéma-là, dans ce process-là. Évidemment, il va pas être simple au début, comme tous les process, c'est une évidence, mais allez-y et n'ayez pas peur de proposer une nouvelle mission et, s'il vous plaît, de la facturer. Merci. Alors, après, on parlait de cas assez concrets. Je ne sais pas si on peut en parler. Est-ce que vous avez un petit cas un peu comme là, vous nous avez parlé des taxis? Donc on a vu la caisse du boulanger, les taxis. Des commerçants, oui. Oui, les commerçants en général. Alors, peut-être en vue expert comptable, quand même, il y a quelque chose qu'on peut citer, c'est que dans les cabinets, notamment avec les TPE-PME, il y a quand même une partie de l'activité qui est la chasse à la pièce justificative quand vous faites la comptabilité. C'est-à-dire que vous avez votre client, typiquement les taxis, qui vont vous amener leur compte bancaire, qui vont dire voilà les recettes, et vous essayez de faire le lien avec les pièces justificatives. L'un des gros avantages pour les experts comptables de la facturation RIC, c'est que vos pièces justificatives, elles vont être centralisées dans la plateforme de votre client. Donc ça, il faut quand même en parler, je pense que c'est important. Parce que là, c'est le métier du quotidien de l'expert comptable qui a la tenue de la comptabilité. C'est quand même une grosse partie du chiffre d'affaires des comptables. Autant dans les grands groupes, la pièce justificative, vous l'avez qui est intégrée dans le ERP, autant dans les petites boîtes, c'est le Word, c'est l'Excel. Tiens, j'ai une recette sur ton compte bancaire, elle n'est pas justifiée, je n'ai pas à la justifier. J'ai une dépense, qu'est-ce que c'est? Et il y a une grosse partie du travail des collaborateurs
faire dans les cabinets comptables, qui est ça, qui est de faire le rapprochement entre le compte bancaire et l'exécutif au moment où on fait la comptabilité. Donc ça, il faut en parler. Et donc on parle de sujets type taxi, boulangerie, commerçants, boîtes du bâtiment, qui ont des petits chiffres d'affaires, qui sont en régime simplifié d'imposition, et donc globalement que vous allez voir essentiellement dans la période comptable. L'avantage de la facture électronique, c'est vraiment ça, c'est qu'on va pouvoir dire, bah voilà, cette opération-là, tu as un encaissement sur le compte bancaire, je suis en capacité directement de faire le lien avec ton système de facturation. Où est ta facture? Elle est là, ok, tu es sur telle plateforme, je récupère. Donc après, les cas concrets, on peut en parler, il y en a un certain nombre qui sont déjà documentés. Alors, pour les TPE, PME, je sais pas, on peut parler du ticket de restaurant ou ce genre de choses, par exemple. Ah oui, parfait. Le commerçant qui voilà, ça c'est vrai, c'est vous avez un commerçant qui a un restaurant qui vous dit, bah, comprends comment je fais, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je sais si je fais une facture électronique, comment est-ce que je suis du reporting. Et parce que lui, le restaurateur, va vous dire, je ne vais pas passer mon temps à demander à mon client s'il veut une facture, s'il ne veut pas de facture, etc. Donc, comment ça marche? C'est assez simple. Si votre client ne se signale pas comme étant un professionnel, vous considérez que c'est un particulier. C'est tout simple. Donc, globalement, ça veut dire quoi? Que s'il ne signale pas en tant que professionnel, si vous ne demandez pas une facture, par définition, c'est un particulier, donc vous faites un e-reporting. Deuxième aspect de simplification qui existe déjà, c'est sur ce Donc, soit je fais une facture électronique, soit je fais un e-reporting. En fait, je n'échappe pas au système. Vous n'échappez pas au système, simplement, on ne va pas demander aux restaurateurs de jouer un rôle d'inquisition pour savoir si leur client c'est un professionnel en particulier. Donc s'ils se signalent en tant que professionnel et qu'ils demandent une facture électronique, on fait une facture électronique. S'ils ne se signalent pas, ben, on considère que c'est un particulier, on fait un e-reporting. Donc là, le premier sujet des restaurateurs, ça va être ça, c'est qu'est-ce que je fais, quoi. Et ensuite, deuxième point qui est important sur ce sujet, c'est qu'il y a des tolérances qui existent déjà fiscalement sur les factures de moins de 150 € pour les restaurateurs, par exemple. Ces tolérances persiste, c'est-à-dire qu'on ne change pas les règles du jeu en matière de TVA. Donc sur les factures de moins de 150 €, on accepte un e-reporting et pas une facturation électronique. Donc il faut vraiment se dire que les règles ne changent pas en matière de TVA, qu'on ne renforce pas, enfin, on ne va pas demander, on ne va pas confier le pouvoir de police clairement à un restaurateur pour contrôler l'identité de la personne en face de lui. Et ça c'est important de le dire. Le taxi c'est la même chose, ils nous ont dit mais du coup comment je sais si c'est un professionnel en particulier? Si vous ne dites pas que c'est un professionnel, vous considérez que c'est un particulier. Donc ça c'est des sujets qui sont assez concrets. Deuxième sujet qu'on peut évoquer, c'est le bâtiment. On a beaucoup d'entreprises qui, pour le coup, nous disent mais alors du coup, je vais devoir facturer quand je fais des travaux chez un particulier. Ça, c'est des questions que vous aurez. Et la réponse est non, chez un particulier, vous pouvez continuer à faire du PDF. Simplement, c'est la transmission des données qu'on va demander. Donc, il faut vraiment, dans le côté conseil au TPE PME, il y a une sorte de confusion. On a l'impression qu'il faut faire tout de manière électronique, tout en facture électronique. Alors qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'entreprises, le boulanger, 95% de ses clients, c'est des particuliers. Plus que ça même. Voilà, sauf quand il fait traiteur pour l'administration, voilà, ou quand il fait traiteur mais là, c'est pour Chorus Pro. l'entreprise. Là, c'est Chorus Pro. Quand il fait traiteur pour les entreprises, là, il y aura une facture électronique. Mais pour le reste, il va continuer avec son ticket de caisse, c'est-à-dire bonjour aux gens, il n'y aura pas de plus de travail pour lui. Donc ça, c'est important de le rappeler. Il n'y a qu'une partie de l'activité qui change en matière de facture électronique, le reste, c'est du reporting. Très bien. Sur la documentation, alors effectivement, on en a en ligne sur impôt.gouv.fr, on y reviendra peut-être un peu plus tard. On a des liens à la fin, évidemment, vous aurez tous les supports, et puis vous aurez les liens pour poser toutes les questions que vous voulez. Tout à fait. Et donc cette documentation, on essaie de la décliner de la manière la plus vulgaire possible, on peut dire ça comme ça, mais elle est encore un peu technique, c'est-à-dire que l'entreprise qui lit ça, elle n'est pas forcément au clair directement, parce qu'il faut connaître les règles de TVA. Par contre, un expert comptable qui lit nos fiches techniques, etc. Et d'ailleurs, je sais que vous en avez produit vous-même des fiches techniques, les comptables. Donc pour le coup, c'est largement au niveau de compréhension d'un expert comptable. L'entreprise, peut-être plus difficilement, mais au niveau expert comptable, oui, par contre, normalement, c'est suffisamment clair en termes de règles de TVA, notamment, pour qu'un expert comptable soit en capacité de se saisir de cette documentation. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on revienne un peu à la présentation ou s'il y a encore des questions. Ah, il y a des questions dans la salle. Absolument. Bonjour, merci pour la présentation. Du coup, moi j'avais des questions concernant surtout les ventes en ligne et les e-commerce, type Amazon, eBay, Stripe. Tout ça, c'est déjà en place pour le fonctionnement de la facturation électronique, ou comment ça se passe avec la facture, vu qu'on peut avoir aussi bien des particuliers que des entreprises. Donc, quid de comment ça fonctionne? Alors, je pense qu'ils ne sont pas tous égaux en termes de niveau de préparation sur le sujet, mais effectivement, ils ont tous un peu une réflexion sur la manière dont ça va se passer.
L'idée, c'est qu'il faut avoir quelque chose à l'esprit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir une seule PDP de réception des factures, mais en revanche, on peut avoir plusieurs PDP d'émission des factures. Et donc, le plus vraisemblable quand on a un système de vente en ligne, c'est que ce soit un lien entre le système de vente en ligne et une PDP qui permettent de faire l'émission des factures pour cette partie-là du dispositif. Peut-être pas avoir la même PDP pour ce processus-là de vente que celui qu'il peut y avoir si la personne qui a cette vente en ligne a aussi une boutique physique en parallèle. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en vente en ligne, on est quand même dans un endroit qui est hyper confortable, c'est-à-dire qu'on demande aux gens finalement, s'ils sont un particulier, une entreprise, de toute façon spontanément dans le truc. Et donc il va y avoir un schéma où à la fin, on va produire à la fois le Z, l'équivalent du Z pour pouvoir avoir le e-reporting B2C, et on va produire la facture électronique et l'envoyer une PDP le cas échéant. Mais donc il faut imaginer qu'on peut avoir plusieurs PDP, les gens ne vont pas choisir une PDP d'émission et ensuite obliger tous les processus qu'ils ont à se raccorder à cette PDP d'émission. Le plus vraisemblable, c'est que le commerçant, il y ait une PDP d'émission qui soit liée à, vous avez cité des marques de plateformes en ligne, qui soient liées à cette plateforme en ligne-là pour gérer l'émission de la facture pour eux. Du coup, on centralise tout sur le éditeur de logiciel et après, alors, il faut être plus précis que ça. L'éditeur de logiciel, il y a grosso modo, si on prend une plateforme de commerce en ligne, elle va gérer l'émission des factures qui la concernent. C'est ça. Et par contre, si la même personne fait des ventes physiques, elle va peut-être utiliser son logiciel de gestion ou son logiciel de caisse comme outil d'émission des factures pour la partie qui concerne les ventes physiques. Et donc, il faut admettre l'idée que il y a un moment sur l'émission de factures, il peut y avoir des sources différentes quand elles sont proches d'un processus qui est en fait un processus de vente avec des canaux différents. D'accord. Et si c'est des particuliers, ça passera via le e-reporting. Absolument. Et donc dans ce cas-là, il y a la division entre ce qui relève de la facture parce que c'est du B2B ou ce qui relève du reporting, donc agrégé, pour ce qui relève du B2C. Top. Et rien à voir du coup avec la facture électronique, mais les plateformes, je voulais dire, mais les médecins, du coup, ils auront que du e-reporting ou ils ne sont pas du tout concernés par... Alors, les médecins, je vais essayer de pas être... Bah, si je peux être technique ici, c'est l'avantage, c'est des experts comptables, donc c'est pratique. Les médecins, c'est ce qu'on appelle les assujettis partiels redevables, c'est-à-dire qu'ils vont être dans le champ d'application de la TVA, par contre, ils sont exonérés de TVA sur leurs prestations médicales. Donc, quand on est dans le champ d'application de la TVA, c'est-à-dire qu'en réception, je vais prendre un exemple, hein, le médecin qui achète son siège de bureau, qui met dans son cabinet, globalement, il va devoir le recevoir de manière électronique, parce qu'il est dans le champ d'application de la TVA. Par contre, il y a une exonération de TVA sur les activités médicales. Donc, pourquoi? Parce que quand vous achetez le médecin, il y a une ordonnance, et l'ordonnance, il n'y a pas de TVA sur cette ordonnance. Bon, c'est pas compliqué. Donc du coup, lui, il ne va pas être obligé de faire de la facturation électronique, et il va être complètement sorti du champ du reporting également, parce qu'il y a une exclusion sur les opérations médicales. Donc en réception, oui, il va devoir recevoir des factures numériques, mais par contre en émission, il n'a rien à faire. Je précise quand même, les médecins, ils ont des activités médicales, mais ils peuvent aussi avoir des activités de conseil. Par exemple, un conseil, faire une conférence pour un laboratoire ou ce genre de sujet. Donc, quand il faut une conférence pour un laboratoire, par exemple, dans ce cas-là, ils rentrent dans le champ d'application de la TVA. Donc, sur la partie qui est soumise à TVA, là, ils vont avoir une facturation électronique à faire. C'est-à-dire que s'ils sont payés par un labo parce que ils vont facturer le labo qui est professionnel. Là, ce n'est pas des opérations médicales, donc potentiellement, ils vont faire de la facturation électronique. Donc, quand vous répondez à un médecin, vous ne pouvez pas lui dire que vous n'êtes pas concerné. C'est systématiquement faux en réception. Et ensuite, sur la partie émission, s'il fait que du médical, oui, il va être exonéré. Par contre, il y en a quand même beaucoup qui font autre chose que du médical. Et donc, sur la partie qui est dans le champ d'application de la TVA, là, il va avoir à faire de la facturation électronique. A priori, jamais de e-reporting parce que normalement, ils ne font pas du conseil vis-à-vis de particuliers. Peut-être vis-à-vis d'entreprises étrangères. Oui, ça peut être sur entreprises étrangères, effectivement. Merci beaucoup. Bonjour. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors moi j'ai une question sur l'archivage et les contrôles fiscaux. Du fait du 15 octobre, on n'a finalement plus la possibilité de récupérer nos factures sur un portail ou de les stocker sur le portail PPF, qui était une petite option qui était prévue à l'époque. Donc demain, on sera obligé de s'équiper d'un coffre-fort, c'est ça, électronique, si on n'utilise pas les 4 procédés qui sont édictés dans les specs. Mais aujourd'hui, effectivement, ça pose un coût supplémentaire pour les entreprises qui est assez important.
Est-ce que vous avez des conseils, une vision? Est-ce que vous avez travaillé sur ce volet-là ou est-ce que c'est vraiment les entreprises qui vont devoir s'organiser autour de ce sujet d'archivage lié aussi aux contrôles fiscaux qui vont arriver? Alors, en fait, ça permet d'embrayer sur la question du coût de manière globale au-delà de l'archivage, parce que c'est la première question qu'on nous pose quand il n'y a plus de PPF. Alors, je commence par la partie archivage, vous avez raison. Alors, le PPF proposait une conservation des factures, ce qui n'est même pas réellement un archivage, c'est une conservation, c'est-à-dire ils pouvaient globalement télécharger leurs factures. La notion d'archivage est un peu plus large. Vous faites référence au cas de procès, donc je pense que vous parlez de la signature électronique en EDI, la pièce d'audit fiable et ce genre de sujet. La pièce d'audit fiable, etc., ça relève de l'assujetti de l'entreprise. L'obligation, elle porte sur l'assujetti, c'est-à-dire que s'il y a un contrôle fiscal, c'est à lui de démontrer qu'il a mis en place l'ensemble du dispositif qui permet de s'assurer que la facture n'est pas une fausse facture. Globalement, c'est ça ce qu'on a. Et donc ça, PPF ou pas PPF, c'était toujours l'assujetti. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a la conservation de la facture côté PPF que la pièce d'audit fiable saute. Je sais que ça peut être une demande de certaines. Vous avez la fait. Mais une simplification. Ça y va, simplification. Mais il faut bien comprendre que le but de la pièce d'audit fiable, c'est juste de vérifier qu'il y a un lien globalement entre votre bon de commande, votre bon de livraison et votre facture, l'opération réelle. Et c'est parce que vous émettez une facturation électronique dans l'entreprise que ce lien ne va plus être regardé en contrôle fiscal. Nous, c'est vraiment l'objet. Est-ce que vous pouvez tout à fait faire passer une faute facture de manière électronique? Ce n'est pas pour autant qu'elle correspondra à une opération réelle. Donc, vous avez complètement raison sur le fait que le PPF ne propose plus de système de conservation des factures. Par contre, sur la partie coût supplémentaire, je rejoins un petit peu moins parce qu'au final, l'opération était déjà sur l'assujetti. C'est-à-dire que ça soit de la signature électronique, que ça soit du flux EDI, que ça soit de la pièce d'audit fiable, le PPF ne proposait pas ça. De toute façon, on ne pouvait pas signer électroniquement en sortie du PPF. Pourquoi? Parce que c'était un service minimum. Donc le PPF, de toute façon, ne proposait pas la signature électronique. Et la pièce d'audit fiable n'était pas non plus sur le PPF puisqu'on n'intégrait pas le bon de commande, le bon de livraison, on prenait que la facture. Donc c'était sur l'assujetti avant et c'est toujours sur l'assujetti après. Après, il y a quand même, finalement, quelque part, les PDP, il y a plein de PDP différents. C'est-à-dire que dans les plateformes de dématérialisation partenaires, il y en a dont le métier, c'est uniquement le transport de la facture qui vont se raccorder à d'autres logiciels. Il y en a qui sont en fait des opérateurs de dématérialisation qui avaient déjà notamment des offres en matière d'archivage, d'accompagnement de la piste d'audit fiable, etc. et qui sont devenus des PDP. Donc je pense qu'il faut... C'est toujours pareil. Là, on est à un niveau où c'est là que... un des grands risques de la facture électronique, c'est d'avoir des grands messages désincarnés. Parce qu'il faut rentrer dans le concret, dans le processus, dans les impacts pour pouvoir se déterminer la chose. Je crois que du point de vue de la qualité de la pièce d'audit, on n'a pas beaucoup changé en fait avec l'arbitrage de la situation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très loin du ballon et qui, s'ils veulent se mettre en conformité, vont avoir des efforts à produire. Il y a une offre qui existait et qui continue à exister, mais probablement qui est renforcée par la fin du PPF en termes en tout cas d'opportunités commerciales, donc qui va peut-être pouvoir continuer à se développer. Et il y a un travail à mener dont je suis incapable de vous dire s'il couvrira tous les besoins ou pas aujourd'hui, mais parce que même les offres sont encore en train de tirer les conséquences de l'arbitrage qu'on a pris à l'automne. Sur la gratuité en général, parce que c'était un peu l'opportunité qu'on voulait saisir, on a déjà 5... alors, non pas entreprises qui ont annoncé qu'ils allaient avoir une offre gratuite ou pseudo-gratuite. Ce que j'appelle pseudo-gratuite, c'est quand ils nous annoncent qu'il n'y aura pas d'augmentation des tarifs liés à l'offre. Souvent, on me dit, oui, mais peut-être que les tarifs augmenteront dans un an. Oui, peut-être. Je ne peux pas exclure que même sans ça, les tarifs auraient augmenté dans un an. Donc, en tout cas, des gens qui essayent de l'intégrer, il y a 5 modèles différents. C'est-à-dire qu'on a du côté des banques, des logiciels de gestion, des logiciels de facturation, du côté des portails destinés plutôt aux entreprises ou aux auto-entrepreneurs. Et donc, jefacture1.com en est un exemple, mais il y en a d'autres. On a, et du côté des applications dédiées, on a des annonces de gratuité. Donc, ça veut dire que... je pense qu'il y aura, c'est un coût, hein. Le transport de la facture en lui-même, il a un coût unitaire de l'ordre de quelques centimes à quelques dizaines de centimes en fonction des opportunités, des volumes. La question, c'est juste en termes de modèle économique qui paye ce coût. Est-ce qu'on le fait payer à des acteurs qui en bénéficient? D'une certaine manière, je pense que les experts comptables qui aujourd'hui
peuvent payer être dans la logique économique de fournir des logiciels de facturation. Ils vont prendre ce rôle-là aussi pour partie de leurs clients parce que, on en parlait tout à l'heure, il y a des vrais bénéfices en termes d'acquisition de la donnée fiable, sûre, certaine. Donc on est dans un schéma dans lequel la gratuité qui était annoncée, celle du PPF, moi j'ai coutume de dire que ce n'est pas nécessairement le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire que faire quelque chose de gratuit mais qui vous oblige à sortir de votre processus, à faire une rupture de charge, aller sur un guichet administratif, faire des démarches dédiées, puis ensuite réintégrer votre processus, avec ce que ça implique pour vous, pour l'entreprise, pour l'expert comptable. En fait, je ne sais pas si c'était le meilleur rapport qualité-prix. Il avait c'était pour nous une facilité, dans le sens où c'était une réponse facile pour les gens qui nous disent ça va me coûter cher. On pouvait leur dire mais non, regardez, c'est gratuit. Mais dans la vérité des prix, je pense qu'il y a un meilleur gain à faire ce travail-là qui nécessite votre accompagnement pour se poser la question de quelle est la meilleure manière de facturer ou de payer ses factures. Alors, il y a beaucoup de critiques en ligne. Alors, bien évidemment, en fait, la facture électronique, c'est une formidable opportunité pour nous, les experts comptables, d'avoir une compta en temps réel, en fait. Et qui dit compta en temps réel, dit aide au pilotage de l'entreprise. Alors l'aide au pilotage, c'est vrai de l'artisan, bon, l'artisan ça va, mais l'aide du détaillant, du boulanger, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et il y a eu beaucoup de messages qui disaient que c'était facile à dire de facturer et peut-être pas facile à faire, ça je le conçois parfaitement. C'est pas du tout une de nos grandes qualités et on est souvent en stress, les experts comptables, à l'idée de proposer une facturation. Mais lorsque on est là à proposer un service qui va faire que notre client va s'enrichir grâce à une aide au pilotage plus efficient qu'aujourd'hui, il faut y aller. On le sait tous que la facture électronique, dans 10 ans, dans 5 ans, je ne sais pas quand, va bouleverser pour nous la structure du chiffre d'affaires de nos cabinets. Et que cette mission traditionnelle qui est à 60-70% compose le chiffre d'affaires de nos cabinets, demain, ça sera une autre composition. Alors, je vais vous laisser la parole en ligne et il faut vraiment prendre ça comme une opportunité et surtout de booster notre accompagnement auprès des chefs d'entreprise. Et en boostant notre accompagnement, on va booster leur performance économique. J'ai une deuxième question, je me permets. Si on veut rentrer dans le concret, on a besoin, nous, experts comptables, de rentrer dans les phases de test assez rapidement. Je me balade, moi, en tant qu'expert comptable, à former des experts comptables ou des DAF sur le sujet depuis maintenant 2 ans et demi. Et c'est vrai qu'il s'avère qu'ils ont du mal à se projeter sur le concret. On n'a pas d'outils existants, c'est normal, les choses évoluent. Mais on n'est même pas encore embarqué dans les phases de test comme les phases pilotes ou le test de l'annuaire qui a démarré. Alors je fais partie, moi, en tant que personne physique, sur la partie comité de relais, donc je capte quelques informations. Néanmoins, il est envisagé, ce que je comprends, d'avoir une thèse grandeur nature à partir du 1er janvier 2026 pour l'ensemble des assujettis qui souhaitent. Le problème qu'on va avoir, nous, experts comptables, c'est un problème de temporalité, de tempo. 1er janvier 2026, on est en pleine période fiscale qui va démarrer. Il faudra prévoir ce chantier de transition parce que nous, on va être sollicités de toutes parts par les entreprises, les éditeurs, qu'il va falloir aussi aider à paramétrer le logiciel pour convenir au secteur d'activité de nos clients. Et il faudra aussi qu'on arrive à travailler peut-être ensemble, main dans la main, pour voir comment on pourrait moduler certaines échéances fiscales, en tout cas entre nous, des tolérances, parce qu'on risque d'être en retard en 2026 pour déclarer notamment les liasses de 2025. Donc il faudrait qu'on anticipe tout ça, parce que moi je le vois venir et je sais que ça va être un vrai problème pour nous. Ouais, alors, on a un travail extrêmement important là sur ce premier semestre. On a un travail extrêmement important pour essayer d'assembler le puzzle de sécurisation de 2026. C'est-à-dire que on a des objectifs à l'été 2025 qui sont des objectifs très importants.
c'est réussir, on rentre dans le détail un peu technique, mais alors moins côté expert comptable que côté système d'information. Donc je ne sais pas si tout le monde va rester avec nous, mais on va essayer d'être le plus vulgarisateur possible. On a un premier objectif qui est la normalisation de l'interopérabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assurer que les PDP, l'État, les PDP entre elles, l'État et les opérateurs de dématérialisation, donc les logiciels concrets qui sont devant lesquels l'entrepreneur se trouve, ils sachent se parler, se transformer, se donner les bonnes informations. On a l'annuaire qui est effectivement fabriqué par l'État pour le coup, qui ouvre effectivement en mars, c'est marqué à l'écran, qui est une première étape. À partir de là, à partir de cet été, quand on aura assuré la sécurisation technique avec l'annuaire, etc., il y a des factures qui vont commencer à s'échanger. Ce qui se passe en termes de pilote, l'ouverture du pilote sur l'ensemble du périmètre au premier trimestre 2026, c'est le moment où on va commencer à faire des tests, y compris sur la concentration des données par l'administration. Mais il faut bien comprendre qu'on va pouvoir anticiper en partie, en s'appuyant sur les éléments qui sont en train d'être sécurisés au moment où on se parle, on va pouvoir commencer à échanger des factures. Et donc ça veut dire que j'invite tous ceux qui le peuvent à commencer à travailler sur de l'échange de factures entre au moins ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire ceux qui vont avoir qui ont la fibre d'innovation ou la dimension suffisante pour pouvoir assurer ces tests pour le collectif. Il va falloir échanger des factures assez rapidement. On a mis en place on rentre dans un niveau de détail qui n'est peut-être pas celui que vous attendez, mais on a mis en place on a choisi de devenir autorité PayPal pour sécuriser tout ça. On a choisi de créer une commission de normalisation AFNOR pour l'interopérabilité. On travaille de manière extrêmement active avec l'écosystème pour débroussailler tous les sujets qui sont des sujets qui peuvent être restés un peu en jachère au cours de l'année 2024 et qui sont des sujets d'irritants sur du pratique et du concret pour des échanges de factures dématérialisés. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est le plus rapidement possible d'être en situation opérationnelle, d'échanger des factures pour être capable de construire cette expérience collective qui nous permettra d'être plus en sécurité en 2026. Alors, est-ce qu'il y a assez de temps pour faire la réforme? Est-ce que ça va... Je peux remonter, si vous voulez, l'information que vous aimeriez un délai sur le respect des obligations fiscales. Je ne suis pas hyper optimiste, mais je peux remonter l'idée. Après, si on arrive à s'échanger des factures, que vous testiez la concentration des données du point de vue de l'administration en janvier, en février ou en mars, je ne suis pas très inquiet. Ce qui compte surtout, c'est que les PDP, elles apprennent, les 80 ou les 100 acteurs qui vont compter, qu'elles apprennent à s'échanger les factures, parce que vous disiez tout à l'heure que vous étiez rassuré que l'administration ne soit pas au cœur de la machine, parce que après le guichet unique, etc. Donc ça veut dire que ce qui est au cœur de la machine aujourd'hui, c'est ne pas enrayer la machine de l'échange de factures entre les entités privées, parce que c'est ça qui est le moteur de l'économie. Et donc ça, aujourd'hui, ça dépend surtout de la capacité des PDP à se parler. La question du pilote sur la concentration des données, je ne dirais pas que c'est accessoire, hein. C'est le cœur de la réforme et c'est son objectif. Mais malgré tout, ça ne nous met pas en risque collectif sur un grippage de l'économie. Alors j'ai une question de Maxime qui me demande quelles sont les conséquences d'un e-reporting fait en retard. Le principe de l'e-reporting, c'est que c'est des données déclaratives. Donc le principe, c'est que nous, on va s'en servir pour pré-remplir une déclaration de TVA et d'avoir des données pour faire mouliner notre contrôle fiscal. Pour autant, ça ne remplace pas l'acte déclaratif de la déclaration de TVA. C'est-à-dire que ce qui compte, ça reste quand même la déclaration de TVA. Ensuite, deuxième point, on est en train de travailler sur un dispositif de sanction. Concrètement parlant, le e-reporting va se faire simultanément avec la déclaration de TVA? Non, pas forcément. Bah non, parce que là, on est pour certains, Exactement. On est tous les 10 jours. Absolument, c'est pas simultané. Donc, ça veut dire quoi? Donc, en fait, il n'y a pas de sanction pour un e-reporting en retard? J'y arrive, il y a quand même des sanctions. L'idée de dire, c'est que, quand même, je insiste dessus, les données qu'on récupère ne remplacent pas la déclaration de TVA. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on récupère des données, qu'on les pré-remplit, que ça remplace l'acte déclaratif. Donc la sanction, elle n'est pas sur l'aspect de déclaration, et l'État contrôle les déclarations dans le contrôle fiscal. On ne contrôle pas les données en tant que tel, c'est du déclaratif. Pour autant... Pour être très clair, il y a des sanctions qui sont extrêmement dissuasives en matière d'absence de déclaration. Voilà. C'est pas celle qui s'applique de TVA, d'absence de déclaration en général. Oui. C'est pas celle qui s'applique dans le cadre d'un e-reporting manqué. C'est ça. C'est ça qu'il cherche à dire. C'est ça. Et sur l'e-reporting manqué, on a effectivement des textes qui fixent des amendes
pour des défauts d'e-reporting. Et par contre, là, on a des sujets où on est souvent saisi sur des sujets d'e-reporting à blanc, notamment, c'est-à-dire si mon client n'a pas eu d'activité, ou pendant les, je sais pas, je vais prendre un exemple concret sur, je suis au mois d'août, je suis fermé parce que je suis comptable, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, en matière de déclaration de TVA, vous avez une ligne qui vous permet de déclarer la TVA sur congé payé. Oui, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Donc, ce genre de sujet, qu'est-ce que je fais? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, pour l'instant, les textes qui sont écrits, ils ne prévoient pas de dispositif d'exclusion pour les congés payés pour l'e-reporting. Donc, c'est-à-dire qu'on attendra des déclarations. Donc, après, est-ce qu'il y aura une tolérance? Il y a quand même de grandes chances. Et deuxième point qu'on voire une refonte des textes, puisque d'ici l'été, on a quelques petits toilettages à faire. Et sur l'aspect sanctions, j'arrive, il y a le sujet de l'e-reporting à blanc. Est-ce qu'on impose systématiquement un e-reporting même quand il n'y a pas d'obligation ou pas? Et ça, les sujets ne sont pas encore arbitrés, c'est-à-dire que les textes sont en train d'être refondus. Mais le sujet de l'e-reporting à blanc, il est important pour nous, puisque à partir du moment où on veut... il y a un dispositif qui s'applique sur les défauts du reporting. La question, c'est qu'est-ce qui se passe si mon client n'a pas fait d'opération? On ne va pas mettre une sanction alors qu'il n'y a pas d'opération. Donc le dispositif du reporting également, si on met en place, le but c'est ça, c'est de dire bon, ok, on a bien reçu votre reporting dans les délais, par contre il n'y a pas d'opération, c'est ok. Donc nous, il faut que l'administration soit capable de dire s'il y a sanction ou pas. Et donc ce dispositif, si on le met en place, c'est ça. Après, il y a la question de la responsabilité, sur qui ça porte. Est-ce que c'est sur l'entreprise? Est-ce que c'est sur les PDP? Et ça, c'est pas encore arbitré. C'est-à-dire qu'on est en train de discuter avec les PDP, avec les représentants d'entreprise, avec vous également, pour savoir comment ça fonctionne. Mais dans les textes actuellement, en tout cas, pour répondre sur les congés payés, on n'a pas d'exclusion sur la période congés payés des comptables qui disent mon cabinet est fermé, comment je fais mon reporting? Pour l'instant, c'est toujours dans les textes. Donc il faut qu'on réfléchisse pour voir comment on met une tolérance. Je ne suis pas spécialement inquiet. Si on a réussi à le faire sur déclaration de TVA, on va bien trouver un système pour faire en sorte de ne pas pénaliser les gens parce qu'ils partent en vacances. Super. C'est pas l'idée. On aura le droit de partir, c'est cool. Richard. Bonjour tout le monde. Alors déjà, pour le report des délais, l'exemple de l'Italie est intéressant. C'était 6 mois de report, car 40% des factures n'étaient pas conformes. Donc c'était assez intéressant de voir qu'en fait l'enjeu, c'est la conformité des factures. Donc avec un passage en septembre, peut-être on aura l'opportunité d'avoir moins de 40% des factures conformes pour avril-mai, mais c'est ça l'enjeu en fait. Après, pour moi, j'arrive à ma question, mais pour moi, la piste d'audit fiable, elle est rendue obligatoire par la facturation électronique. Pour moi, je comprends comme ça, parce que dans les renseignements qu'il faudra mettre, enfin, pas toute la piste d'audit fiable, mais l'essentiel avec le bon de commande, pour moi, ça, c'est la deuxième révolution cachée de la facturation électronique. La PAF commence avec la facturation électronique. Mais ma question, c'est moins fiscal, c'est plus pour nous, les experts comptables. On se rend compte que finalement, s'il y a autant d'acteurs qui viennent là pour se placer sur la PDP, c'est que le vrai marché derrière ça, ce n'est pas le conseil ponctuel qu'on va faire pour aider, c'est le marché du paiement. La commission CB qui va être remplacée par la commission facturation électronique. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que demain, même si à l'heure actuelle, on gère les paiements de certains de nos clients via nos logiciels comptables, demain, on gérera le paiement de nos clients pour gagner du temps, leur faire gagner du temps, via l'outil de PDP. Et donc ça, est-ce que, vu que les PDP des banques se placent là-dessus et commencent déjà à parler de commission, est-ce que nous, si on gère ça demain pour nos clients, on pourra vendre de la commission? C'est pour moi. J'ai l'impression, Richard, que cette question est pour moi. Oui. Alors, le commissionnement, pour nous experts comptables, est interdit dans nos textes. Je ne sais plus quel est l'article de l'ordonnance, mais c'est interdit. Aujourd'hui, alors, on entend quoi par commissionnement? Aujourd'hui, en fait, nos éditeurs, certains éditeurs, en fait, lorsqu'ils vous proposent que nos clients, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, nos clients, se mettent sur leur néobanque, rémunèrent, en fait, ces éditeurs se rémunèrent avec les flux de nos clients. Et c'est une manne importante. Cette rémunération sur les flux, vous avez vous êtes expert comptable d'un consultant qui facture 100 000 € par an. Il y a 100 000 € qui transitent sur ces comptes. Les néobanques ont une rémunération sur ces 100 000 € qui transitent sur ces comptes. Quand l'éditeur vous vend l'utilisation de sa plateforme peut-être pour 10 € par mois pour ce client, et lui se rémunère à hauteur de 100, 200 €,
peut-être sur ces 100 000 euros par an, vous comprenez qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Et aujourd'hui, certains éditeurs proposent aux experts comptables de les commissionner. C'est interdit. De prendre des commissions, c'est interdit dans notre ordonnance parce que vous connaissez notre maxime, c'est science, indépendance, conscience, et le fait d'accepter des commissions pourrait être une atteinte à notre indépendance. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet que nous devons nous poser. Donc au Conseil régional de l'Ordre d'Île-de-France, on va le soumettre au Conseil national. La réglementation ne nous appartient pas en région, il appartient au Conseil national. C'est une réflexion dont on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui. Et est-ce qu'il faut le permettre, est-ce qu'il ne faut pas le permettre? Il faut trancher à un moment donné, sachant qu'on connaît des éditeurs aujourd'hui qui sont de pures néobanques, qui attaquent le marché de nos clients et qui, eux, vont se rémunérer. Donc notre environnement change, évolue. Ce qui était interdit en 1945 pourrait peut-être être autorisé aujourd'hui. On connaît tous cette notion d'indépendance qui est une notion d'apparence d'indépendance en fait. Est-ce que si demain on recevait 100, 200, 300 euros d'un éditeur, on ne serait pas indépendant? Là, c'est à nous, experts comptables, déjà de réfléchir à cette hypothèse, d'une part, et après, au Conseil national, de trancher ce sujet qui est un vrai sujet. Je te remercie, Richard, de le poser, parce que c'est un vrai sujet qui va impacter notre profession, tout comme, à un moment donné, notre dépendance à certains éditeurs. On l'a tous vécu il y a quelques mois avec un éditeur de paye bien connu qui nous a fait trembler. On s'est dit, oulala, si les tarifs sont multipliés par 2, comment on va faire, nous, experts comptables? Demain, si nous choisissons une seule PDP, est-ce que nous ne serons pas dépendants de cette PDP? Et pour nos clients, qui choisit la PDP? C'est plein de questions qu'on a à se poser. C'est nous, on la propose à nos clients, ou en fait c'est nos clients qui vont travailler sur plusieurs PDP. Là on a on a quelques mois encore, en fait on a peut-être que 9 mois pour construire notre schéma de cabinet pour savoir est-ce qu'on a plusieurs PDP. Évidemment plusieurs PDP, c'est comme plusieurs logiciels, il faudra savoir s'en servir. Donc bien évidemment la facture électronique va bouleverser et nos process, et peut-être notre ordonnance. En fait, on va changer toute la chaîne. Et comme tu l'as dit, Richard, la fin, c'est la rémunération des flux. Alors, d'un côté pour les éditeurs, mais comme je le disais tout à l'heure, si ça accélère le paiement chez nos clients, on aura des TPE, PME plus réactifs et moins soucieux par cette problématique qui est une vraie problématique de la petite entreprise, qui est le recouvrement des créances lorsqu'on n'est pas dans des activités à BFR négatif. J'avais des petites questions encore. On me pose la question de la facture électronique pour les clients étrangers. Pour les professionnels étrangers, oui. Bah, c'est simple, c'est de l'e-reporting. Ok. Les associations. Alors, les associations, tu voulais compléter? Non, pas du tout. Mais... Les associations, en fait, quand on prend le sujet de est-ce qu'on est ou pas dans le champ de la réforme, la seule notion qui fonctionne, c'est l'assujettissement à la TVA. Donc, vous savez, sur les associations, il y a des associations qui sont dans le champ d'application de la TVA et qui ne le sont pas. C'est les notions de but non lucratif, etc. Bien sûr. Donc, le seul sujet, c'est est-ce que mon association est dans le champ d'application de la TVA? Si elle est dedans, bah, c'est une entité comme une autre. Si elle n'est pas dedans, bah, pour le coup, elle sera en dehors du champ de la réforme. Et ça fonctionne pour toutes les structures juridiques, c'est-à-dire associations, SCI, etc. Si votre client vous pose la question, c'est peut-être ce que tu voulais dire. Oui, mais vas-y. Si votre client vous pose la question du mais alors moi je ne suis pas expert de TVA, comment je sais si c'est dans le champ ou pas? Globalement, l'annuaire sert à ça. C'est-à-dire que dans l'annuaire, vous avez l'ensemble des entités qui sont assujetties à la réforme. Et donc l'annuaire sera consultable.
Donc si vous avez un doute sur l'association, est-ce qu'elle est dans le champ de la réforme, est-ce qu'elle ne l'est pas, vous allez consulter l'annuaire, vous tapez son nom ou son sirène, ça va sortir, elle est dedans, c'est-à-dire qu'elle est assujettie à la TVA, elle n'est pas dedans, c'est-à-dire qu'elle est hors champ d'application de la réforme. Ok, donc là, on comprend bien qu'il va y avoir certainement deux, trois loupés au début, parce que on peut se retrouver dedans alors qu'on n'y est pas, on va être vigilant. Dans l'annuaire, normalement, le principe, c'est vrai du coup, on n'a pas forcément détaillé ça, mais le principe de l'annuaire, c'est quoi? C'est un croisement entre la base sirène, où vous avez toutes les entités légales françaises, et nos registres de TVA à nous, vous avez toutes les entités assujetties à la TVA. Donc on va croiser les deux et ça sera ça l'annuaire. Donc ça veut dire que si jamais il y a une entité qui se retrouve dans l'annuaire par erreur, c'est-à-dire qu'elle est dans nos bases fiscales à nous par erreur, oui. Ce qui peut arriver. Et dans ce cas-là, au pire, elle va recevoir une facture de manière électronique alors qu'elle aurait dû la recevoir de manière papier. C'est ça qui risque de se passer. Donc il faudra juste qu'elle se signale en disant c'est pas normal que je sois ajustée auprès de la DGFiP, puis ensuite elle sera retirée de l'annuaire par la suite. Alors une très bonne question qui est quid des activités soumises au secret professionnel? Les avocats. Oui, puis nous par exemple, aussi un peu. Ouais, oui, il y a ça. Mais bon, mais c'est pas grave. Hein, mais c'est pas exactement le même secret professionnel, en fait, globalement. Ah non, malheureusement. Il y a c'est pas la même demande. Pour le coup, le secret professionnel, on l'a traité. Comment est-ce qu'on le traite? Alors, je prends celui des avocats pour le coup, pas celui des experts comptables. Sur les avocats, en fait, il faut voir vraiment une facture électronique, elle est constituée de champs de données. Globalement, on va reprendre les données de la facture. Et donc, parmi les données de la facture, il y a une donnée qui est la nature de la prestation réalisée entre le professionnel et avocat et puis l'entreprise. Ça, c'est couvert par le secret professionnel. C'est-à-dire que nous, administration, on n'a pas le droit d'avoir cette information. Donc, comment ça va fonctionner? Et bien, en fait, les informations qui vont aller vers nous ne contiendront pas l'information de la nature de la prestation. Donc, on aura une donnée générique. On saura qu'il y a une opération entre un avocat et une entreprise. Ça, on le saura, mais on ne saura pas la nature de cette prestation, donc on ne saura pas ce qu'il est. Donc ça, c'est déjà prévu, ça fait partie des cas d'usage qui sont documentés, qui vont être repris. Voilà. On parle des rétrocessions des dentistes, je ne pense pas que ce soit le sujet là. On ne peut pas s'occuper de toutes les professions réglementées en 1h30. Il y a un petit déficit de compréhension concernant les PDP. Devons-nous nous connecter sur les PDP de nos clients ou pourra-t-on gérer nos clients sur notre propre PDP? Ouais. En fait, ce qui est très compliqué là-dessus, c'est que la plateforme de dématérialisation partenaire, elle a plein de modèles différents. C'est-à-dire qu'en réalité, si on reprend un peu la logique générale, parlons de logiciel ou d'application. Nous, on mélange le tout dans quelque chose qui s'appelle des opérateurs de dématérialisation, mais parlons de logiciels ou d'applications. Il y a plein de logiciels ou d'applications différentes, à la fois chez l'expert comptable, dans l'entreprise, etc. Et la PDP, essayons de rester dans un modèle dans lequel la PDP, c'est vraiment l'objet de back-office, si j'ose dire, qui s'occupe de l'échange de factures et l'extraction des éléments pour nous. Si on est dans cette logique-là, finalement, le choix de la PDP, il n'y a jamais d'opération qui se passe directement sur la PDP. Pourquoi il y a cette confusion? Parce que, en fait, les PDP qui ont émergé, il y a des pure players qui font que du transport de factures, dont c'est le métier historique, mais il y a beaucoup d'opérateurs de dématérialisation qui sont devenus eux-mêmes PDP pour s'exonérer d'avoir à s'adosser à quelqu'un dont le métier est seulement le transport de la facture. Donc ça veut dire que là, on ne peut pas complètement simplifier le sujet. Parfois, vous avez un logiciel de gestion qui va se raccorder à une PDP. Et donc dans ce cas-là, ce qui va déterminer ce qui se passe, c'est le lien entre le logiciel et la PDP. Parfois, c'est le logiciel qui sera devenu lui-même PDP, et donc ce lien sera un peu plus flou, distendu, pas très clair. Et donc ça veut dire que là, c'est un travail qu'on essaye de mener nous, côté administration, pour essayer d'éclaircir ce schéma-là, ce propos-là, pour essayer de le rendre plus clair. Mais je dois reconnaître qu'au moment où on se parle, on n'est pas encore arrivé conceptuellement à quelque chose qui permet une compréhension claire et spontanée du sujet. Donc ça veut dire que je prends cette question comme la marque qu'on est dans la bonne direction dans la réflexion qu'on mène autour du discours à mener. Monsieur parlait tout à l'heure de la communauté des relais. C'est typiquement les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est de se dire comment on arrive
pas maintenant, parce que là, on arrive à avoir un niveau d'abstraction important, on se parle justement avec des relais, avec les experts comptables, etc. Mais il y a un moment où il va falloir qu'on descende notre discours jusqu'aux toutes petites entreprises. Ce moment-là, il est à peu près à partir de la fin de l'année 2025, où nous, par exemple, c'est un exemple comme un autre, mais côté DGFiP, c'est le moment où on a choisi de prévoir d'acheter des espaces publicitaires, etc. Et ben, ce travail-là, à ce moment-là, on va se mettre dans une situation où il faut qu'on soit réussi à avoir un discours qui est complètement clair sur ce sujet. Donc voilà l'objectif. Oui, parfois il faudra se connecter à la PDP, enfin en tout cas la PDP sera effectivement l'endroit où on se connecte, mais la plupart du temps la PDP, ou en tout cas une grande partie du temps, ça sera simplement un transporteur et il y aura un portail, un logiciel, quelque chose que vous utilisez déjà qui va s'y raccorder. Alors évidemment, on a répondu à beaucoup de questions. Je crois que vous n'avez pas beaucoup avancé dans votre plan. C'est pas très grave. C'est pas grave. Est-ce que vous voulez reprendre pas parce tellement, qu'on est à 9 minutes 20 de la fin. De la fin. Oui. Donc il y a peut-être soit on continue les questions, soit... J'avais pas prévu une conclusion de 9 minutes. C'est comme dans les débats, c'est ça. Vous me laissez l'opportunité de faire ma petite conclusion. Non, mais on n'avait pas prévu de conclusion particulière. Là, j'ai beaucoup de questions très techniques. Je vous propose, on vous y répondra si vous le souhaitez en ligne, parce que sinon, il faudrait qu'on reste une journée ensemble. Moi, ça sera avec plaisir, mais je ne sais pas si c'est pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Et de toute manière, à la fin, on vous a mis comment vous appelez ça pour que ce soit bien clair? Les formulaires de contact pour poser des questions techniques par écrit. Donc en fait, on a une formulaire de contact qui permet de classer les questions, qui nous aide nous à les trier par la suite. Et on vous a également mis l'adresse de la mission facturation électronique. Donc c'est l'adresse du service dans lequel on travaille, Sébastien et moi. S'il y a des questions techniques, c'est à ce niveau-là. Après, il y a une FAQ, il y a une forum de questions, il y a beaucoup de documents qui sont déjà en ligne sur impôt.gouv.fr. Globalement, on peut peut-être parler un peu d'accompagnement des entreprises quand même, ce qu'on va mettre en place. Parce que globalement, on a engagé beaucoup de webinaires suite à l'annonce du changement du porte-à-pied de facturation. On fait des rencontres bilatérales comme aujourd'hui avec les experts comptables, le MEDEF, la CPME, etc. Et on a évidemment un site en ligne impôt.gouv.fr. Pour autant, ça ne suffit pas en tant que tel parce que toutes les entreprises ne vont pas se connecter sur impôt.gouv.fr, rien de là. Donc globalement, ce qu'il faut compliquer, c'est quoi? C'est que nous, au niveau des GFIP, dans chaque département, on a des cadres, des directions départementales des finances publiques qui s'appellent les référents facturation électronique, qui sont chargés de mettre en œuvre la musique au niveau local. Qui d'ailleurs, je pense, interviennent au niveau de l'ordre des experts comptables dans chaque département. Il y a souvent des sessions qui sont organisées. On voit passer les postes à droite à gauche de cadres de la DGFiP qui interviennent. Deuxième point qu'il faut indiquer là-dessus, on a une campagne de communication grand public qui va se lancer. Quand on dit grand public, c'est quoi? C'est radio, presse, médias classiques. Et quand? Et qui commence normalement fin d'année, fin 2025, début 2026. Quelque part par là. Le sujet du timing est important parce qu'en fait, si on leur parle trop tôt, on est inaudible. Si on leur parle trop tard, c'est ce que vous disiez. Si on leur parle en pleine période de clôture comptable et de liasse fiscale, je ne suis pas sûr qu'on les touche non plus. Donc le timing est important. Et nous, dans les grandes étapes qu'on a à la fin de l'année, il y a l'immatriculation définitive des PDP. Donc on pourra dire là, ça y est, cette PDP est immatriculée définitivement, choisissez votre PDP, choisissez votre plateforme, choisissez votre éditeur. Donc le bon timing pour commencer, c'est fin d'année 2025, début 2026. Et ensuite, c'est une montée en puissance jusqu'à septembre 2026. En sachant je peux peut-être t'interrompre une seconde juste pour dire qu'aujourd'hui, souvent quand on dit ça, les gens nous disent mais est-ce que c'est pas trop tard pour choisir une PDP, etc. Je pense que pour une grande entreprise ou pour une très grande entreprise qui a un système d'information extrêmement élaboré, etc., c'est maintenant qu'il faut décider. Pour une TPE-PME, non, c'est pas trop tard de décider fin 25 voire début 26. Les offres seront plus claires, plus affinées, on aura fini complètement le travail de normalisation et à la limite, je pense que ce sera même plus facile de choisir et que le choix sera plus aisé à ce moment-là. Donc dans les conseils que vous pouvez donner à vos clients qui vont commencer à recevoir des sollicitations commerciales, c'est de ne pas se précipiter nécessairement s'ils ne sont pas dans une situation où ils ont des évolutions de leur propre système d'information à faire. Excuse-moi, je voulais juste préciser ça. Mais donc voilà, on est dans c'est vrai que cette période de 9 mois, elle me paraît un peu courte.
on aurait adoré que vous soyez capable de tester les fameuses PDP un petit peu avant. Ça veut dire que nous, experts comptables, hein, on doit avoir fixé notre stratégie avant la fin de l'année ou pour la fin de l'année, notre stratégie PDP, savoir le discours qu'on va présenter à nos clients, puisque à partir du moment où vous allez communiquer publiquement, si on ne l'a pas déjà fait d'informer nos clients, on va avoir nos clients qui vont nous dire c'est quoi ce bazar de la facture électronique, parce que je pense qu'ils vont nous dire bazar, hein. Enfin, je ne veux pas être j'espère qu'ils vous diront ça. Moi j'ai le sentiment que c'est un autre mot qu'ils utiliseront, mais je... Et non, parce que en fait vous savez que ces chefs d'entreprise, ils nous délèguent tout, parce que sinon ils n'arriveraient pas à exercer leur activité. Toutes ces petites entreprises TPE, PME donnent tout à leur expert comptable. Alors vous savez l'image qu'il y avait il y a quelques années, il y a 10-20 ans, il arrivait avec le sac plastique et puis il nous déposait tout. Aujourd'hui, c'est plus un sac plastique, hein, c'est des mails, bing bam boum, on nous scanne n'importe quoi, on reçoit... Ah oui, c'est parfois, les mails ressemblent parfois un peu au sac plastique. Donc il va falloir structurer tout ça, il va falloir qu'on ait une stratégie de nous, les experts comptables, et j'en profite pour vous dire qu'il y a une formation qui vous est proposée par Supexpertise, qui est gratuite, de 4 heures pour vous tous les experts comptables. On n'a malheureusement pas mis le lien là, mais on va vous le donner après dans le support, et vous pouvez tous aller vous former pour que les idées soient un petit peu plus claires. Donc allez-y avant la fin de l'année, avant que vos clients ne vous parlent de la facture électronique. Non, mais je vous assure que si quelque chose dont je peux vous assurer, c'est que depuis cet arbitrage de l'automne, on va aussi vite que possible. Et on est très conscient du défi que ça représente collectivement de réussir à tenir le calendrier qu'on a. Dans la concertation qu'on a fait à l'automne, je crois que clairement à peu près tout le monde nous a dit que c'était important de tenir le calendrier aujourd'hui et que c'était un des entrants qu'il fallait qu'on ait dans l'arbitrage. Oui. Donc ça veut dire qu'on sait que c'est ambitieux. Après, par exemple, on a le 23 janvier, donc la semaine dernière, on a créé la première commission de normalisation de l'AFNOR autour des échanges entre PDP. Entre l'arbitrage et le 23 janvier, il s'est passé un temps assez record de mon point de vue pour la création de cette commission. On a réussi à réunir autour de la table les éléments de l'écosystème. On avance fort, on va réussir à devenir autorité PayPal rapidement. Les choses avancent très vite, mais j'ai conscience que c'est un défi collectif. Et à la fin du je suis d'accord, sur le conseil aux entreprises qu'on va partager entre notre communication à nous et le conseil de proximité qui vous reviendra un peu aussi chez nous, hein, parce qu'ils vont appeler parfois aussi la DGFIP pour avoir des informations, mais c'est un schéma qu'on va partager sur lequel le défi est grand pour la fin de l'année, on est d'accord. Alors Catherine nous demande si l'ordre a été sollicité, a fait partie des groupes de travail. Bien évidemment, ce n'est pas à ce niveau-là, c'est au Conseil national, mais ça c'est notre cuisine interne, c'est parce que ce qui vous intéresse le plus. Et par exemple, cette idée de PayPal, c'est une idée qui avait été avancée par l'Ordre des experts comptables il y a 1 an, et avait même proposé de porter ce projet-là PayPal et l'administration fiscale, donc la recréation de compte, hein, c'est parfait. Donc oui, nous sommes dans les groupes de travail pour essayer de simplifier au maximum. Il y a une question que j'adore, là, de Virginie. Ah, mais un prénom extraordinaire. À quand la fin de l'alliance fiscale ? C'est vraiment... Oui. Je comprends que vous adoriez la question, mais alors oui. Je suis absolument incapable d'y répondre. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez faire remonter l'information, parce qu'il est vrai que là, on va vous donner plein d'informations, plein de documents, on peut alléger, on en revient toujours à cette histoire de simplification. Si ces factures sont un outil de surveillance, vous en saurez bien plus avec l'analyse des factures qu'avec l'alias fiscale. La seule chose que je peux vous dire, mais je vous l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, c'est qu'on a mis 10 ans sur l'impôt sur le revenu, entre le moment où on a commencé à travailler sur le pré-remplissage et le moment où on a commencé à exonérer une partie des publics de l'obligation déclarative. Pourquoi ? Parce que c'est des choses qui prennent du temps, de la fiabilisation, qui demandent aussi une vérification pour que les gens s'habituent au schéma. Moi, je crois que quelque part, on pointe une direction et qu'effectivement, c'est un sujet de simplification à terme des obligations déclaratives.
Ça passe par le pré-remplissage, ça passe peut-être par plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'y est pas. Et il faut voir ça comme une opportunité de long terme qui est offerte par l'acquisition de données, pas comme quelque chose de court terme. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Il nous reste 37 secondes, mais on peut... C'est la dernière question. On peut un peu déborder, on a le droit, grand chef. Très bien. Vous avez des 80 partenariats avec les différentes plateformes qui vont travailler avec vous. Qu'est-ce qu'il passe en 2026? J'ai choisi une plateforme et en 2028, cette plateforme, lundi matin, j'arrivais à la bureau, il a faillite. J'ai essayé de connecter, je ne peux pas connecter. Qu'est-ce qu'il passe avec ce cas? Alors, la question du défaut de plateforme, c'est une des questions qui est aujourd'hui en débat dans le cadre de la refonte des textes et de la commission de normalisation. C'est-à-dire qu'auparavant, la logique consistait à atterrir sur le PPF si jamais il y avait un défaut de plateforme. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver les modalités qui permettent une libération de la donnée pour que les choses puissent s'organiser rapidement pour remobiliser une plateforme en cas de défaut. Donc c'est des choses sur lesquelles on n'a pas complètement les réponses, mais on va vers un encadrement à la fois des modalités de connexion à la PDP, des modalités commerciales pour permettre qu'en cas de défaut, que ce soit un défaut technologique, un défaut... économique. Par exemple, la société, il a faillite. En fait, quel que soit le défaut, donc qu'il soit technologique, qu'il soit économique, ou même qu'il soit un retrait d'immatriculation par l'État, puisque en fait quand les PDP font des choses qui ne sont pas conformes, nous on fait des audits et on va leur retirer les immatriculations si jamais elles ne sont pas conformes. Donc, mais quelle que soit la nature du défaut, l'idée c'est de se dire qu'on va organiser avec l'écosystème un schéma de reprise avec des obligations qui portent sur les PDP de reprendre des clients, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on discute avec elles. Dans le cadre de la normalisation, dans une réflexion qui est une réflexion qui peut être comparable un peu à ce qui se passe côté banque. C'est-à-dire que, alors on ne va pas parler d'aller jusqu'au droit au compte, etc., mais l'idée c'est de se mettre d'accord avec l'écosystème sur des modalités de saisine, des modalités de reprise et de transfert des données qui permettent de rendre la chose plus fluide. Après, concrètement, des accidents de cette nature avec une impossibilité ponctuelle de recevoir une facture, c'est des choses qui vont exister, qui vont se traiter, donc la facture elle va être renvoyée 2 jours plus tard, au moment où on a rechoisi une plateforme, etc. Tout ça n'est pas... le schéma de PDP de réception va être assez rapide à modifier, je pense. Mais il y a encore des travaux à mener autour de l'organisation de la réponse aux défauts de plateforme, qui sont des sujets sur lesquels on a des pistes de travail dans les éléments de concertation, mais sur lesquels il n'y a pas de réponse aujourd'hui sur ce qui se passera systématiquement. Et la réponse ne sera pas toujours la même d'ailleurs. Et c'est possible aussi, à la courte de l'année, c'est possible pour une société, tu peux changer les plateformes? Ou c'est le moment qu'il a signé avec une plateforme obligée pour rester avec cette... Un des sujets, c'est d'avoir... L'idée, c'est de pouvoir changer de plateforme de réception relativement facilement. Mais il y a quand même un enjeu comparable à celui qu'on a sur la portabilité en matière d'assurance bancaire ou en matière de téléphonie mobile ou d'énergie. Et donc ces enjeux de portabilité, ils n'interdisent pas complètement l'engagement de durée. Donc là, je ne sais pas où on va arriver, c'est de la conversation qu'on a. Il y aura probablement une forme d'engagement de durée qui sera permise, parce que je vois difficilement comment on peut demander des investissements informatiques à une société pour laquelle il n'y aurait pas d'engagement de durée sur un abonnement mensuel. Mais il faut que cet engagement de durée il soit proportionnel au coût que ça représente de l'acquisition d'un client. Et donc c'est des éléments vraiment de politique commerciale des PDP sur lesquels la conversation s'engage avec elles, mais je ne veux pas en dire trop aujourd'hui parce qu'on est vraiment au tout début de la conversation avec les PDP. Et j'en ai déjà dit beaucoup. Mais on est dans je pense que je me regarde avec un regard en me disant... mais on est bien sur un schéma dans lequel la réflexion, nous, ce à quoi on voudrait arriver, c'est quelque chose qui encadre un tout petit peu le schéma commercial, avec une recherche de logique qui permet justement de garder de la fluidité dans le passage d'une PDP à une autre. Alors, il y a beaucoup de questions techniques. On se permettra de vous répondre. Christophe nous demande, pouvons-nous avoir les prochains rendez-vous au 50 systématiquement en distanciel? Eh bien, en fait, Christophe, ils sont en distanciel depuis 3 ans.
Donc, et ils sont en présentiel et en distanciel. Et on adore vous recevoir. Alors, vous êtes parfois peu nombreux, hein, vous n'êtes que 10. On vous reçoit, on est là au 6e étage du 50 rue de Londres. Hein, c'est votre maison, vous venez quand vous voulez. Et ils sont toujours en format mixte. Simplement, cette année, on a investi un peu plus avec un système de caméra peut-être plus sympathique. Et c'est pour ça que c'est plus agréable pour vous d'être derrière votre écran. L'ordre des experts comptables, on me posait la question de la PDP de l'ordre. Oui, l'ordre des experts comptables a une PDP qui s'appelle jefacture.com. Je vous incite à aller la tester, à l'utiliser. Est-ce que l'ordre a-t-il prévu une plaquette à destination de nos clients? En fait, je ne sais pas. Peut-être. Mais on vous répondra. Quoi qu'il en soit, l'administration fiscale, à minima, l'a fait. Mais c'est une excellente idée. On va refaire de la documentation. Moi, ce que je pense que c'est le mot de la fin. Je peux pas tout lire. Vous voyez que je m'approche et que c'est peut-être pas très agréable pour vous, mais vous avez été très, très, très curieux, très passionné. Je vous remercie vraiment de votre attention. Et j'adorerais que vous reveniez régulièrement, si vous voulez bien, pour nous apporter les modifications ou les avancées du projet, pour que tous les experts comptables franciliens soient informés. Donc vous êtes très nombreux, hein, et en présentiel aujourd'hui et en distanciel, puisque vous étiez plus de 700 inscrits. Donc ça nous fait très plaisir de vous être utile, parce que c'est l'objectif de l'ordre des experts comptables, de vous informer. Et pour vous former, vous pouvez aller chez Supexpertise suivre la formation gratuite. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus, et je vous dis donc à très bientôt. Ouais, merci beaucoup.